Alors j'en profite pour me présenter, donc je suis le docteur Durand, je travaille au centre de procréation du CHU de Limoges, où je m'occupe donc de fertilité en général et puis plus particulièrement d'oncofertilité, c'est-à-dire de la préservation de fertilité des patients qui sont atteints de cancer. La préservation de fertilité, c'est un sujet qui est de plus en plus important parce que malheureusement on sait que de plus en plus de femmes jeunes sont atteintes par des cancers. Mais la bonne nouvelle, c'est que les thérapeutiques font des progrès et donc un certain nombre de patients guérissent de leur cancer et on s'intéresse maintenant à l'après-cancer et aux éventuelles séquelles des traitements que ces patients ont reçus. On sait notamment que dans les traitements qui ont été reçus, eh bien, certains traitements vont pouvoir impacter cette fertilité négativement. Donc au minimum, ça va pouvoir entraîner une hypofertilité, c'est-à-dire une difficulté à obtenir la grossesse. Et au maximum, dans certaines situations, ça peut même entraîner une ménopause précoce, donc c'est-à-dire une impossibilité totale à obtenir la grossesse et en plus une privation hormonale qui est importante pour le bon fonctionnement, voilà, le bon fonctionnement et la bonne santé de la patiente. Donc ça, c'est ce que je vous expliquais. Aujourd'hui, il y a un cadre légal, un cadre réglementaire de bonne pratique qui dit que tout patient qui va recevoir un traitement qui peut avoir un impact sur sa fertilité doit au minimum recevoir une information sur l'impact de ces traitements et doit aussi avoir une information sur les possibilités actuelles qui lui sont offertes pour préserver cette fertilité. Donc ça, j'insiste sur ce point-là, c'est vraiment une information qui est absolument obligatoire. Donc cette information, elle concerne le patient, quel que soit son sexe, que ce soit une femme ou que ce soit un homme, et Jean-Christophe vous parlera de la préservation de fertilité chez l'homme. Cette information, elle concerne aussi tous les patients, quel que soit leur âge. Ça signifie quoi? Ça signifie que c'est une information qui doit être délivrée même en cas de cancer chez les enfants, même si à l'instant T, ça n'apparaît pas comme une priorité, surtout pour les parents qui sont sous le choc de cette annonce. Voilà, la fertilité ne semble pas être la priorité, mais cette information, elle doit avoir lieu. Et au contraire, à l'âge extrême concernant la femme, là, il y a quand même une limite d'âge qui est de 43 ans. En fait, on fait le parallèle avec ce qui est fait en procréation assistée, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui, une femme, elle est grosso modo plus fertile passé cet âge, en tout cas en moyenne générale. Aujourd'hui, la sécurité sociale, elle rembourse les traitements pour la fertilité jusqu'à cet âge-là de 43 ans. Donc, pour ce qui est de l'oncofertilité, on se cale sur cet âge-là aussi. En sachant que malheureusement, entre 38 et 43 ans, il y aura des difficultés qui seront liées à l'âge de la patiente. On pourra faire des choses, mais on sera très clairement moins efficace. Donc cette information, elle doit aussi concerner les patients, quelle que soit leur situation familiale, qu'ils soient en couple ou non, qu'ils aient un désir d'enfant actuel ou non, quelle que soit leur orientation sexuelle et quel que soit le fait, on va dire, quelle que soit leur situation, est-ce qu'ils aient des enfants ou pas. Bon, les textes disent aussi, quel que soit le pronostic vital, on est d'accord que là, c'est quand même relatif, il y a des situations où voilà, l'enjeu n'est pas la fertilité. Donc, les derniers plans cancer se sont particulièrement intéressés à cette question de l'après-cancer et de la préservation de fertilité. Et aujourd'hui, les autorités souhaitent que sur le territoire français se développent ce qu'on appelle des plateformes de préservation de fertilité. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une plateforme? Une plateforme, c'est en fait une organisation de professionnels compétents dédiés à la préservation de fertilité. L'idée étant que ces centres qui existent déjà soient vraiment connus des patients, connus des professionnels de santé, qu'on soit facilement joignable, particulièrement en urgence, afin d'améliorer le parcours de soins de ces patients. Alors, avant de vous expliquer ce qui peut être proposé à ces patientes, il y a une notion qui est fondamentale à comprendre, c'est la notion de réserve ovarienne. Il faut savoir qu'une femme, elle naît avec un certain stock d'ovules à la naissance, qui est prédéterminé génétiquement. Ce stock qui va diminuer au fur et à mesure de l'âge pour être nul au moment de la ménopause, c'est-à-dire à peu près 50 ans pour la majorité des patientes. Ça, c'est pas une maladie, c'est l'évolution naturelle des choses. Et sur le plan pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'une femme, elle est très fertile à 20-25 ans, elle est un petit peu moins à 30-35 ans, et elle n'est quasiment plus aux alentours de 40-45 ans.
Ça, c'est la moyenne générale. Après, il y a des disparités, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des femmes qui ont la chance d'obtenir des grossesses assez tardivement, et au contraire, il y a des femmes pour qui les choses vont se dégrader plus précocement. En tout cas, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le contexte du cancer, c'est qu'il y a certaines patientes qui vont recevoir des thérapeutiques qui vont avoir un impact négatif sur cette réserve ovarienne et qui vont faire que les choses vont se dégrader plus précocement pour ces patientes. Donc aujourd'hui, on arrive assez bien à évaluer cette réserve ovarienne, ce stock ovocytaire. On peut le faire à l'aide d'une prise de sang pour doser un marqueur qui s'appelle l'AMH, qui n'est actuellement pas remboursé par la Sécurité sociale, qui coûte à peu près 50 €, mais ça, je pense que ça va rapidement évoluer. Et puis, on peut aussi évaluer ce stock en réalisant une échographie des ovaires et en comptant les petits follicules qui sont sur les ovaires. Ce sont ces petites taches noires que vous voyez sur l'ovaire représentées sur cette diapositive. Donc nous, quand une patiente nous est adressée en consultation d'oncofertilité, la première chose à faire, c'est justement d'évaluer cette réserve ovarienne. Il faut le faire en urgence. Et puis, la deuxième chose à faire, c'est d'évaluer le pronostic individuel de cette patiente et d'avoir une idée sur l'impact que vont avoir les traitements sur sa fertilité. Donc, il y a des situations qui sont très simples, où on sait que les traitements ne vont pas avoir d'impact et la consultation d'oncofertilité ne se pose pas. Il y a à l'inverse des situations qui sont très claires où on sait que l'impact va être catastrophique, c'est-à-dire qu'on sait que la patiente derrière ces thérapeutiques va être ménopausée et donc il faut essayer dans la mesure du possible de lui proposer quelque chose si c'est possible. Et puis il y a les situations les plus fréquentes où le traitement, on va dire, où les traitements qui sont reçus vont être à risque intermédiaire et c'est là où ça se complique parce que c'est difficile à l'échelle individuelle de faire un pronostic, c'est-à-dire de dire à la patiente ce qu'il va en être derrière les traitements. Donc comment on fait? On s'intéresse à l'âge de la patiente. On sait que plus l'âge va être avancé au moment des traitements et plus l'impact va être négatif. Ça dépend de la réserve ovarienne au moment où les traitements vont être reçus. Donc évidemment, plus la réserve ovarienne est déjà altérée et plus l'impact sera négatif. Donc ça, c'est quand même souvent lié à l'âge. Ça va dépendre évidemment, donc je l'ai dit, du type de traitement et de la dose qui va être reçue. Et puis, ce qui est important à connaître, c'est que ça va dépendre d'une susceptibilité individuelle. C'est-à-dire qu'on sait très bien aujourd'hui que deux patientes qui ont le même âge, la même réserve ovarienne et puis qui vont recevoir les mêmes traitements, l'impact pourra être plus négatif chez une patiente que chez une autre. Ça, on le sait. Et donc concrètement, sur ces risques individuels, voilà, c'est difficile de dire ce qu'il va en être à la patiente après les traitements. Il faut aussi tenir compte, et ça c'est important, du délai de mise en différé du projet grossesse. C'est-à-dire, notamment, je vais vous parler du cancer du sein parce que c'est l'exemple auquel on pense le plus souvent. Dans certaines situations, les patientes elles vont recevoir derrière la chimiothérapie, la radiothérapie, un traitement par hormonothérapie qui peut durer plusieurs années et différer le projet. Le traitement en soi, il n'a pas d'impact négatif sur la réserve, mais par contre, ce qui va être négatif, c'est cette mise en différé du projet. Donc c'est quelque chose dont il faut aussi tenir compte. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut proposer? Je vous parle des techniques qu'on utilise le plus souvent. Je ne vous parle pas de tout, donc les techniques les plus récentes et qu'on utilise le plus souvent. Schématiquement, il y a trois choses qu'on peut proposer aux patientes. C'est la conservation du tissu ovarien, c'est la maturation, ce qu'on appelle la maturation in vitro, et ce qu'on appelle la vitrification ovocytaire. Alors, tout d'abord, je vais vous parler de ce qu'on appelle la vitrification ovocytaire, ou plus simplement la conservation des ovocytes mûrs. Qu'est-ce que c'est qu'un ovocyte mûr? Un ovocyte mûr, c'est un ovocyte qui a acquis une certaine compétence sous l'effet des traitements hormonaux et la compétence notamment d'être fécondé par un spermatozoïde. C'est ce qui se passe tous les mois quand on ovule. L'ovule qui est produit tous les mois est un ovule compétent pour la fécondation. Sinon, ça peut se faire artificiellement par la prise de traitements hormonaux. Ça, c'est autorisé en France depuis 2011. C'est clairement aujourd'hui la technique qu'il faut essayer de proposer en priorité. Pourquoi? Parce que c'est clairement la technique la plus efficace et surtout la technique qu'on connaît la mieux parce que c'est ce qu'on utilise pour nos patientes infertiles au quotidien depuis de nombreuses années. Alors, il y a quand même une condition, c'est qu'il faut que la patiente soit pubère, donc c'est pas quelque chose qu'on peut proposer aux enfants, enfin en tout cas aux patientes qui sont non pubères. L'inconvénient majeur, c'est qu'il faut du temps. Parce que ça nécessite, je vous l'ai dit, un traitement hormonal. Donc, d'une part, ça peut, voilà, il faut qu'on ait ce temps pour pouvoir faire ce type de prise en charge. Et puis, ça peut être contre-indiqué dans certaines situations par rapport au traitement hormonal, notamment dans la situation du cancer du sein.
Donc les chances de grossesse sont bons avec cette technique. Donc pour vous donner une idée, on sait qu'avant 38 ans, si on obtient 8 ovocytes, on a à peu près 46% de chances de naissance vivante. Maintenant, il faut faire attention parce que les chiffres, la préservation de fertilité, c'est une spécialité qui est nouvelle. Les chiffres qu'on a aujourd'hui, ce sont des chiffres qui sont issus du modèle du don, c'est-à-dire des patients qui ont donné leurs ovocytes pour des patientes infertiles, c'est-à-dire des patients qui sont fertiles et qui sont indemnes de toute pathologie. On n'est pas sûr que ces chiffres puissent être transposés à la patiente qui a un cancer, parce qu'on n'a pas encore de données fiables sur le sujet, mais on s'aperçoit dans notre pratique quotidienne que c'est souvent des patientes qui semblent avoir des réserves ovariennes prématurément altérées. Alors, est-ce que c'est lié à une génétique? Est-ce que c'est quelque chose de momentané lié à la maladie? Ça, aujourd'hui, on ne le sait pas. Mais en tout cas, on n'est pas certain que ces chiffres soient transposables à la situation d'oncofertilité. Donc schématiquement, comment ça se passe? Donc c'est des patients qui vont recevoir des piqûres quotidiennes d'hormones qu'elles peuvent faire ou faire par une infirmière pendant 10-15 jours. Et c'est une période pendant laquelle elles sont surveillées régulièrement par des échographies et des prises de sang. Donc c'est quand même assez contraignant dans une période où il y a beaucoup d'autres informations, où ces patientes sont sous le choc. Donc c'est vrai que c'est pas toujours une question qui est facile à aborder, mais il n'empêche que ça reste aussi positif pour ces patientes. C'est un petit peu la lumière au bout du tunnel de parler de fertilité à ces patientes. Donc après ce délai, donc, il y a une petite chirurgie qui se passe le plus souvent sous anesthésie générale pour aller récupérer ces ovules. Et donc ensuite ces ovules sont congelés, vitrifiés au laboratoire. Il faut bien expliquer à ces patientes qu'elles n'en auront peut-être jamais besoin, que c'est une sécurité, mais en tout cas, si le jour où elles ont l'aval de leur oncologue pour faire leur grossesse, il y a une difficulté pour obtenir la grossesse, nous, on a ces ovocytes congelés qui n'ont pas reçu la chimiothérapie, qui n'ont pas reçu les traitements négatifs, qu'on peut utiliser donc avec le sperme de leur conjoint pour obtenir des embryons, qui sont ensuite réimplantés dans leur utérus. Donc aujourd'hui, ça nécessite d'être en couple. Ça ne nécessite pas d'être en couple au moment où on fait la préservation de fertilité, mais ça nécessite d'être en couple au moment où on veut utiliser ces ovocytes. Ça, c'est vrai actuellement. Je pense que ça va changer dans les années qui arrivent. Donc la conservation maintenant d'ovocytes immatures. Donc les ovocytes immatures, c'est les ovocytes qu'on voit quand on fait une échographie des ovaires qui sont contenus dans les petits follicules, mais qui ne sont pas matures. Donc un ovocyte qui n'est pas mature, c'est un ovocyte qui ne peut pas être fécondé. Donc cette technique, en fait, elle consiste à aller récupérer, à faire exactement la même chose, mais sans traitement hormonal. On va juste directement récupérer les petits ovocytes qui sont contenus dans ces follicules en trop. Donc l'avantage majeur, c'est que justement on n'a pas ce délai, on n'a pas ce traitement hormonal, donc ça veut dire pas de délai, ça peut être fait en urgence et ça peut éventuellement être discuté quand il y a une contre-indication au traitement hormonal, ce qui peut être le cas dans le cancer du sein. Ça nous arrive de stimuler dans le cancer du sein, mais il y a certaines situations où on n'aime pas le faire, on ne souhaite pas le faire, en tout cas actuellement. Donc c'est l'intérêt majeur de cette technique. Il faut quand même savoir que c'est quelque chose qui ne se fait pas partout en France. Nous, nos patientes, quand on les voit, on les adresse à Paris ou à Bordeaux généralement. Et la problématique principale de cette technique, c'est que c'est une technique... Alors c'est une technique qu'on connaît bien en PMA pour les patientes qui ont ce qu'on appelle un syndrome des ovaires polykystiques, mais c'est une situation bien particulière et on ne peut pas transposer ça à l'oncofertilité. Et voilà, en tout cas, aujourd'hui, c'est pas quelque chose, malheureusement, c'est pas quelque chose qu'on peut présenter comme une technique vraiment efficace. Voilà, donc c'est vraiment la problématique de cette technique. Et enfin, la dernière technique, donc c'est la technique de congélation du tissu ovarien. Donc ça, c'est la seule technique, son intérêt majeur, c'est que c'est la seule technique qui est possible chez les enfants. Donc comment ça se passe sur le plan pratique? Ça nécessite quand même une intervention chirurgicale avec une anesthésie générale, donc il faut que l'état général du patient le permette, ce qui n'est pas toujours le cas. En tout cas, c'est quelque chose qui peut se faire en urgence. Ça, c'est l'intérêt de cette technique aussi, comme la maturation in vitro. Donc, je vous l'ai dit, anesthésie générale, stélioscopie. Et là, on va enlever complètement un ovaire entier, ou en tout cas une partie de cet ovaire. Ensuite, il y a une partie de l'ovaire qui est adressée au laboratoire d'anatomopathologie pour être sûr qu'il n'y ait pas de cellules tumorales sur cet ovaire. Et la partie restante de l'ovaire est techniquée. On découpe l'ovaire en petits morceaux et c'est ces petits morceaux qu'on va congeler. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe si la patiente est infertile à distance de ces traitements? Eh bien, on peut discuter d'une greffe ovarienne, c'est-à-dire que ça nécessite à nouveau une nouvelle intervention chirurgicale où on va aller greffer ces petits
ces petits bouts de tissu ovarien au niveau du pelvis. Et donc ça, l'intérêt majeur par rapport aux autres techniques, c'est que ça permet éventuellement de restaurer une fertilité naturelle. Maintenant, dans les faits, on sait que le greffon a quand même une durée de vie limitée, donc nous, on a souvent tendance à proposer une fécondation in vitro très rapidement aux patientes. Donc l'avantage, comme la mise, c'est-à-dire que ça peut être fait en urgence, il n'y a pas de traitement hormonal, pas de délai. Donc c'est la seule technique qu'on peut utiliser chez l'enfant. Mais attention, ça reste aujourd'hui quand même encore une technique qui est jugée comme expérimentale au vu de la science. Pourquoi expérimentale ? Essentiellement pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il y a quand même un risque de réintroduction de la maladie qui est plus ou moins important selon le cancer. Actuellement, lorsqu'il y a une greffe, c'est quelque chose qui s'inscrit dans un protocole de recherche qui est un protocole qui s'appelle DATOR. Et puis, en tout cas, aujourd'hui, ce qui nous embête un petit peu, c'est qu'on ne peut jamais être, là c'est pareil, on ne peut jamais être sûr à 100%, on n'a pas de technique qui permette d'assurer à 100% à la patiente que le risque est zéro en termes de réintroduction de la maladie. Et expérimental, pourquoi ? Parce que c'est une technique qui aujourd'hui a permis à peu près que 80 naissances dans le monde. Malgré tout expérimental, mais c'est quelque chose qui se fait, qui se pratique à Limoges, puisque le responsable du centre de PMA, le docteur Piver, est l'un des pionniers de cette technique, et grâce à lui, quelques bébés sont nés en France. Donc ça reste expérimental parce que ça a été peu pratiqué dans le monde. Ceci dit, probablement que toutes les greffes n'ont pas été publiées, et en tout cas sur ce qui a été publié, les résultats sont cependant assez satisfaisants, puisque on évalue à peu près à 20% de chances d'accouchement par greffe. Voilà, donc schématiquement, ce qu'on peut proposer aux patientes, concrètement, la priorité, c'est l'information des patientes. Tout ça n'a pas de caractère d'obligation. Ce qui est en revanche obligatoire, c'est que les patientes reçoivent cette information. Donc schématiquement, on essaie au maximum plutôt de proposer la vitrification ovocytaire, qui est clairement la technique qui a fait la preuve de son efficacité. Et puis dans les situations d'urgence, donc oui, excusez-moi, je ne vous ai pas tout dit par rapport à la greffe, du fait de ce caractère expérimental, les choses elles vont peut-être évoluer dans le temps, mais aujourd'hui, on essaie de le réserver aux patientes qui vont vraiment avoir des traitements qui sont hautement toxiques, et pas dans les risques intermédiaires ou les risques faibles. Donc voilà, en priorité la vitrification ovocytaire, et quand on est dans le contexte de l'urgence, soit on a un traitement qui est hautement toxique et on va plutôt parler de la conservation de tissu, et en dernier recours de la maturation in vitro si c'est possible. Il y a malheureusement encore certaines situations où on est dans une impasse, où on ne peut rien proposer, mais le plus important c'est que la patiente ait reçu l'information et qu'on lui explique même pourquoi on ne peut rien lui proposer. Donc nous, à Limoges, on a une consultation qui est dédiée à l'oncofertilité. On essaie de recevoir les patientes rapidement. C'est vrai que c'est une question qui doit être abordée par les oncologues le plus précocement, ce qui n'est pas toujours évident. Mais c'est vrai que nous, plus on reçoit les patientes tôt et moins on diffère leur prise en charge oncologique, ce qui est très important pour nous. On fait l'effort de notre côté d'essayer de monter en place cette fameuse plateforme dédiée à la préservation de fertilité. Donc le projet a été écrit maintenant il y a quelques années. On attend les financements qu'on espère avoir prochainement pour pouvoir avoir du temps médical, du temps paramédical, et essayer d'améliorer au maximum la prise en charge de ces patientes. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je me présente également, Dr Pêche. Je suis médecin biologiste de la reproduction du Centre d'assistance médicale à la procréation de Limoges. Et moi, le docteur Durand vous a parlé des dames, et ben moi je vais vous parler des messieurs. On est dans une société de parité, donc c'est normal, après les dames, les hommes. Je ne reviens pas trop sur le contexte légal, Lise-Marie vous en a parlé, j'insiste juste sur la loi de bioéthique de 2011. En effet, elle nous demande de prendre en charge médicalement, toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible d'altérer la fertilité, ou dont la fertilité risque d'être prématurément altérée, doit voir conserver ses gamètes ou ses tissus germinaux en vue de la préservation et de la restauration de sa fertilité. Donc les choses sont gravées dans la loi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on ne propose pas aux patients de le faire, on est hors la loi. Et on s'expose à des soucis, je pense. L'enjeu, c'est quoi? L'enjeu, c'est le cancer.
L'enjeu, c'est la guérison du cancer. Et l'enjeu, c'est la qualité de vie après guérison. On sait à l'heure actuelle que le nombre de cancers a régulièrement augmenté jusqu'en 2005. Il y a eu ensuite une diminution jusqu'en 2010. Et actuellement, il y a une stabilisation des chiffres. Plus d'un tiers des hommes vont avoir un cancer dans leur vie. Et parmi ces hommes, il y en a 15% qui ont moins de 40 ans, moins de 55 ans, pardon. Ça veut dire des patients qui peuvent bénéficier d'une congélation de spermatozoïdes. Chez les enfants non pubères, jusqu'à 14 ans, on a environ 1500 nouveaux cas de cancer chaque année. La survie après cancer a augmenté. Chez l'homme, ça s'est accéléré depuis 1990. On va donc être face à des patients qui sont guéris de leur cancer, mais qui risquent d'avoir des problèmes de fertilité compte tenu des traitements qu'ils ont reçus. Alors, quelle est la toxicité des traitements utilisés dans le cancer? Je parle des chimiothérapies, je parle des radiothérapies. C'est à 3 niveaux. Premier niveau, la spermatogénèse, la fabrication des spermatozoïdes. Les chimiothérapies, les radiothérapies sont des traitements connus pour pouvoir abolir la fabrication des spermatozoïdes. Ça signifie quoi? Ça signifie que le patient, une fois traité, il n'aura plus de spermatozoïdes dans son sperme. Ça signifie qu'il ne peut plus avoir d'enfant naturellement, spontanément. Alors, cette atteinte de la spermatogénèse, en cas de radiothérapie, elle va dépendre des doses, elle va dépendre du fractionnement des séances, elle va dépendre de la fertilité avant traitement, c'est très important. En effet, on n'est pas tous égaux face à ces traitements. Un homme qui aura une qualité de sperme déjà quelque peu délétère avant de recevoir les traitements a plus de risque de devenir azoosperme après les traitements. À titre d'exemple, pour une dose de cigrée sur les testicules, alors là on est certain, il y a une azoospermie définitive, plus de spermatozoïdes dans le sperme. Pour ce qui est des chimios, ça va dépendre des molécules. On sait que les molécules les plus délétères sont les alkylants. Hein. Celui le plus connu, c'est l'endoxan, le cyclophosphamide. Ça va dépendre des doses cumulées, de la fréquence des cures, de l'association des molécules entre elles, et ça va dépendre là aussi pour les chimiothérapies, de la fertilité, de la qualité du sperme avant traitement. Ça, c'était le premier niveau d'atteinte, la spermatogénèse. Il y a un autre niveau d'atteinte, la fonction endocrine. Les cellules de Leydig qui sont dans le testicule fabriquent la testostérone, sécrètent la testostérone. On sait que dans le cas de chimiothérapie, de radiothérapie à des doses très importantes, il peut y avoir une atteinte de ces cellules avec une absence de sécrétion de testostérone. Ce qui fait qu'on est homme, c'est la testostérone. Donc à ce moment-là, il y aura tous les caractères sexuels secondaires masculins qui risquent de disparaître. Bon, ça c'est rare, ça arrive très rarement, mais si ça arrive, on a la possibilité de donner des traitements substitutifs en testostérone aux patients. Troisième niveau d'atteinte, le risque génotoxique. On sait que les radiothérapies et les chimiothérapies peuvent entraîner des cassures au niveau de l'ADN des chromosomes des spermatozoïdes. Si ces spermatozoïdes sont à l'origine d'une grossesse, ça peut entraîner des fausses couches, des morts fétales in utero, voire des malformations. Le message est très clair. Pas de grossesse pendant le traitement, donc ça veut dire rapport protégé, et jusqu'à 1 an après l'arrêt des traitements. C'est à peu près un consensus au niveau de tous les centres qui préservent des spermatozoïdes. Alors ce tableau, pour vous montrer les risques des traitements. Vous voyez, pour un même traitement, pour une même molécule, le risque ne sera pas le même selon les doses. Je vais prendre un des plus connus, le cyclophosphamide, l'endoxan. Vous voyez qu'à moins de 3,5 g par mètre carré, on sera à un risque faible. Entre 3 et 9 g, on sera à un risque modéré. Plus de 9 g, on sera à un risque élevé. Il y a certaines situations que l'on connaît qui sont à risque très élevé d'atteinte de la fertilité. Lesquelles? Le conditionnement avant allogreffe de cellules souches, l'intensification thérapeutique avant autogreffe de cellules souches, les agents alkylants à forte dose, et tout ce qui est irradiation corporelle totale et l'irradiation directe sur le testicule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où on va mettre en place un traitement potentiellement stérilisant, on va proposer systématiquement aux garçons pubères de faire une préservation de fertilité, que le risque soit faible ou élevé. Par contre, pour le garçon impubère, pour l'enfant, on ne proposera cette préservation de fertilité, je vais vous expliquer comment elle va se faire, que lorsque l'on est dans des risques très élevés.
Cette diapositive, pour vous parler d'un site très bien fait, c'est le CRAT, c'est le Centre de référence des agents tératogènes. C'est un site où vous pouvez aller. Vous voyez ici, il y a exposition paternelle, vous cliquez là-dessus, vous rentrez le nom du médicament, et ça vous dit s'il y a un risque, un risque génotoxique, s'il faut conserver le sperme, s'il faut avoir des rapports protégés. Si jamais le médicament n'existe pas, on peut envoyer un message au CRAT, il y a un petit onglet « Contact », ils vous répondent en général en 2 ou 3 jours. Alors, comment préserver la fertilité? Ça va dépendre de l'âge, ça va dépendre de l'état tubaire du patient. Après la puberté, c'est très simple. Le patient fait un prélèvement de sperme par masturbation et on congèle le sperme. Avant la puberté, ce n'est pas la même chose. En effet, dans l'espèce humaine, on est avec des cellules souches, ce qu'on appelle des spermatogonies. Ces spermatogonies vont maturer progressivement au cours de l'enfance pour, au moment de la puberté, se transformer en spermatozoïdes. Donc ça veut dire que pendant toute l'enfance, il n'y a pas de spermatozoïdes s'il y a émission de sperme. Je parle là des âges de 11, 12, 13 ans. S'il y a émission de sperme, il n'y a pas de spermatozoïdes à l'intérieur. Donc ça ne sert à rien d'aller congeler du sperme. À ce moment-là, ce qu'on va proposer, c'est de congeler du tissu testiculaire ou alors une suspension de cellules germinales souches, du spermatogone. L'avantage du tissu testiculaire, c'est qu'on va congeler également ce qu'on appelle les tubes séminifères. C'est-à-dire ces tubes séminifères, il y a les spermatogonies qui sont à l'intérieur. Donc ces spermatogonies, elles vont avoir tout le contexte autour d'elles pour pouvoir ensuite se développer, se maturer lorsqu'on greffera le tissu. Pour ce qui est de la congélation de suspension de cellules germinales, on utilise une digestion mécanique ou enzymatique avec de la trypsine, ce qui nous permet d'obtenir une suspension juste de spermatogonies et on congèle ça. Alors pourquoi faire? On va d'abord voir si on peut faire quelque chose avec ces biopsies testiculaires ou ces suspensions de spermatogonies, si on peut le faire in vivo. Tissu testiculaire, qu'est-ce qu'on peut envisager? Une greffe orthotopique, c'est-à-dire au niveau des bourses. Hétérotopique, ailleurs. Sous-cutanée, intrapéritonéale. La xénogreffe, la greffe chez l'animal. J'y reviens. Il y a des études qui sont faites là-dessus. Notamment, il y a des modèles d'animaux qui sont très performants. La souris, le hamster, le chat, le singe macaque. On a greffé à ces animaux du tissu testiculaire, des biopsies testiculaires. Il y a eu une reprise de la spermatogénèse, c'est-à-dire de la maturation des spermatogonies jusqu'aux spermatozoïdes. Il y a eu des naissances. On fait ensuite une biopsie, on prélève les spermatozoïdes et on les injecte dans les ovocytes. Et il y a eu des naissances. Donc chez l'animal, ça fonctionne. Chez l'homme, il y a eu très peu d'études. Vous imaginez, on a utilisé du tissu testiculaire fœtal. Il y a une bonne survie des spermatogonies, mais alors le reste, ça ne fonctionne pas. On ne sait pas faire. Et puis l'autre problème qui se pose, c'est le problème de la maladie résiduelle. Le docteur Durand vous en a parlé tout à l'heure. Je vais prendre le cas de la leucémie. Il y a des clauses leucémiques. On va traiter le patient. Il va guérir. En lui greffant le tissu testiculaire, on sait que ces clones leucémiques peuvent exister dans les gonades. En lui greffant le tissu testiculaire, parce qu'on ne risque pas de lui greffer la pathologie. Ce n'est pas le but du jeu. Alors dans ces cas-là, on pourrait se dire, dans les cas où le risque est vraiment important, on pourrait greffer le tissu à l'animal. Certes, mais ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on met du tissu humain chez l'animal, qu'on a une maturation de la spermatogénèse chez l'animal, qu'on biopsie, qu'on récupère des spermatos, qu'on injecte des ovocytes humains, qu'on obtient des embryons, qu'on transfère dans les utérus, qu'on obtient éventuellement une grossesse. Vous voyez éthiquement les limites que ça peut avoir. Il peut y avoir ensuite des contaminations par des agents infectieux. Il peut y avoir des maladies génétiques ou épigénétiques liées à l'animal. Il est évident qu'à l'heure actuelle, c'est absolument pas envisageable. Conclusion. On peut, chez le garçon impubère, congeler du tissu testiculaire. Aujourd'hui, in vivo, on ne sait pas l'utiliser. Les suspensions de cellules spermatogoniales. Ça serait pour faire quoi? Ça serait des autotransplantations. Là, on a les spermatogonies, donc il faut les mettre dans les tubes séminifères, soit du patient, une fois qu'il est guéri, soit les tubes séminifères, soit les tubes séminifères d'un animal. Alors là aussi, chez l'animal, ça fonctionne très très bien.
bonne survie des spermatogonies, reprise de la spermatogénèse, naissance par eccie. Chez l'homme, aucune étude. Donc, on a congelé soit du tissu testiculaire, soit des suspensions de cellules spermatogoniales, et in vivo, on ne peut rien en faire à l'heure actuelle. Bon, ben on va essayer in vitro. C'est ce qu'on appelle la maturation in vitro. Ça fonctionne chez l'ovocyte. Pour l'ovocyte, pourquoi ça ne fonctionnerait pas pour le spermato? Le problème, c'est qu'il faut trouver un système qui fonctionne suffisamment longtemps pour que la totalité de la spermatogénèse s'efface. Chez la souris, la spermatogénèse, c'est 34 jours. Chez l'être humain, chez l'homme, c'est 72 jours. Alors, quand on regarde les suspensions de cellules spermatogoniales, ben, on n'est jamais arrivé à obtenir un spermato. Le mieux qu'on ait fait, c'est des spermatides. Il y a eu des ixies de fait. On a analysé les embryons. Ils avaient tous ces anomalies génétiques. Pour ce qui est du tissu testiculaire, il y a 3 ans, on a eu un fol espoir. Il y a une équipe à Lyon qui a inventé un dispositif de maturation in vitro qui est appelé l'Artistem. On s'était fait à base de... La membrane était faite à base de carapace de crustacés. Et ils ont obtenu un spermatozoïde. Ça a été la révolution. Le problème, c'est que depuis 3 ans, on n'en entend absolument plus parler. Quid de la viabilité du spermatozoïde? Quid de la viabilité d'un éventuel embryon qu'on obtiendrait avec ce spermatozoïde? On n'en a plus entendu parler. Peut-être qu'on en entendra parler par la suite, mais à l'heure actuelle, ça ne fonctionne pas. Conclusion, chez le garçon impubère, à l'heure actuelle, on peut congeler, l'utilisation, rien. On ne sait pas quoi en faire. Mais la chance que nous avons, c'est que ces garçons impubères, ils sont tout jeunes. On a des bébés, hein. On a des bébés de 3 mois, de 4 mois, de 6 mois. On peut espérer que dans les décennies qui viennent, la médecine fasse des progrès. Et qu'on puisse y arriver. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on ne peut rien faire de tous ces tissus testiculaires ou de ces suspensions de cellules spermatogoniales qui ont été réalisées. Chez le garçon pubère, alors là, c'est beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple. Là, il y a des spermatos. Puis là, ça existe depuis très longtemps. Ça fait 50 ans qu'on fait ça. La première en France, c'est 1973. Ça n'a cessé d'augmenter. Vous voyez, en 80, il y avait 363 patients en France qui avaient congelé leur sperme. En 2015, les dernières données de l'Agence de biomédecine, c'est plus de 53 000 patients. Nous, à Limoges, on le fait depuis 1999. On a eu 667 patients qui ont conservé leur spermatozoïde au centre de PMA à Limoges. Actuellement, l'année dernière, j'ai fait les chiffres jusqu'au 31 décembre 2018, on avait encore 518 patients qui possédaient des paillettes de sperme au laboratoire. Alors ça se passe comment? Le sperme, on le mélange avec un cryoprotecteur, on constitue des paillettes, là, à ce niveau-là, vous avez le sperme et le cryoprotecteur. Ces paillettes, elles sont stockées dans l'azote liquide, dans nos cuves. Et à l'heure d'aujourd'hui, nous avons obtenu 30 enfants qui sont nés par utilisation de ces paillettes autoconservées. Ça, c'est l'évolution du nombre de prélèvements. Chaque année, vous voyez, ça augmente. Donc les cliniciens sont sensibilisés à cette préservation de fertilité. Mais le sont-ils tous? Pourquoi je dis ça? Le docteur Durand, il y a 3 ans, quand on a mis en place la plateforme clinico-biologique, ou qu'on essaie de le faire, en tout cas, on attend les sous maintenant, le docteur Durand avait pris contact avec les registres du cancer du Limousin, et elle avait mis en évidence qu'on pouvait s'attendre à avoir 70 patients de moins de 45 ans chaque année. Bon, ben, on en est loin. Hein. Il nous en manque 25. Alors il y en a qui refusent, il y en a qui vont peut-être pas à Limoges. Ceux qui sont en Corrèze, ils vont peut-être à Toulouse. Ceux qui sont en Creuse, ils vont peut-être à Clermont. Je pense qu'on peut encore récupérer les patients. Je pense qu'il y en a qui passent l'as. Et je vous rappelle que c'est dans la loi. Ça, c'est les différents services qui nous ont envoyé des patients. Donc le plus gros service, c'est le service d'urologie avec le cancer du testicule. C'est l'hémato avec tout ce qui est lymphome, Hodgkin, non-Hodgkinien, leucémie, etc. C'est l'onco. C'est également d'autres services. Alors c'est la dermato, c'est la rhumato, c'est tout, médecine interne, tous ces services qui utilisent des traitements par endoxant. Puis alors là, je n'ai pas mis que dans le cadre du cancer, mais il y a également tous les hommes qui veulent
bénéficier d'une vasectomie. C'est quoi une vasectomie? On coupe les déférents, ce qui relie le testicule au canal éjaculateur. Plus besoin pour madame de prendre la pilule. Bon, c'est pas très dans l'esprit latin, pas très courant en France. Chez les anglo-saxons, ils font énormément de vasectomie. Il n'est pas rare que les mecs, à partir de 45 ans, vasectomie, et au moins, madame n'a pas besoin de prendre des traitements pour l'empêchement des insectes. Alors, quand proposer une autoconservation de sperme? C'est très simple. Avant la mise en place de tout traitement potentiellement stérilisant. Avant la mise en place de tout traitement potentiellement stérilisant. À partir du moment où la chimio, la radiothérapie a commencé, c'est terminé. On ne peut plus congeler le sperme. Alors c'est important d'y penser pour la fertilité, c'est important d'y penser pour les effets génotoxiques. Pendant le traitement, jusqu'à 1 an après l'arrêt des traitements, il faut avoir des rapports protégés. Si pendant ce laps de temps, le patient veut avoir un gamin, eh bien, il a ces paillettes qui sont à sa disposition au laboratoire. C'est important également au niveau psychologique. Pourquoi? On a un patient à qui on vient d'annoncer qu'il a une pathologie grave, on va lui donner un traitement lourd. Et nous arrivons à ce moment-là, pas toujours dans de bonnes conditions psychologiques pour tout entendre, mais on arrive et on se projette après la guérison. Nous, on lui dit, vous allez avoir des enfants. On va faire en sorte que vous en ayez. Si on fait en sorte que vous ayez des enfants, c'est parce qu'on pense que vous allez guérir. Donc psychologiquement, je pense que c'est très important. Alors, bien entendu, il faut un patient en état général suffisamment conservé. Je vous rappelle qu'il doit faire un prélèvement de sperme. J'ai eu des patients comme ça qui sont arrivés avec des leucémies sur des brancards, ils avaient 40 de température, c'est absolument impossible de faire un prélèvement de sperme. Ces patients-là, il faut leur en parler. Mais si le patient dit non, moi c'est pas possible, il ne faut pas insister. Il ne faut pas insister, parce que si on l'envoie, on va le mettre en plus de la pathologie face à son échec de prélèvement. Ce n'est pas une bonne chose. Quel que soit le statut matrimonial, c'est évident. C'est évident, on congèle des spermatozoïdes. Ces spermatozoïdes, ça lui appartient. Il n'a pas besoin d'être marié, il n'a pas besoin de rien du tout. S'il est mineur, il a juste besoin de l'accord du tuteur légal. Alors le prérequis. Pour nous, l'autoconservation de sperme, c'est toujours une urgence. Et oui, on est dans une urgence. Il va y avoir un traitement qui va être mis en place, il faut faire vite. Mais nous, on aime bien congeler un certain nombre de paillettes. On voudrait congeler au moins 14 paillettes. Ce n'est pas sur un prélèvement toujours qu'on peut congeler 14 paillettes. Donc on aimerait bien pouvoir programmer 2 à 3 prélèvements. Mais pour ça, il faut qu'on les reçoive suffisamment tôt. Parce que si on nous appelle 2 jours avant la mise en place de la chimiothérapie, eh bien, il n'y aura qu'un seul prélèvement de fait. Et si suite à ce prélèvement, il a 3 paillettes de congelées, eh bien, il n'aura que 3 paillettes de congelées. Donc, dès l'évocation du diagnostic, il faut absolument nous envoyer les patients. C'est très important. Et en plus, ce sera beaucoup plus simple. Pourquoi? Parce qu'on aura le temps de faire tous les tests de sécurité sanitaire légalement obligatoires. Sérologie d'hépatite B, l'hépatite C, HIV, syphilis, HTLV-1 et 2, CMV. Ça, c'est obligé, il faut le faire. Si on les envoie 2 jours avant, ça va être très compliqué. Je vous rappelle qu'à l'heure actuelle, la syphilis, les choses ont un peu changé. Avant, on l'avait du jour au lendemain ou quasiment. Aujourd'hui, il faut quasiment 1 semaine pour avoir le résultat. Donc, dès le diagnostic évoqué, il faut absolument penser à nous envoyer les patients. Alors, on demande à ce qu'il y ait une pièce d'identité obligatoire, c'est sûr. Moi, je veux être sûr d'avoir le bon bonhomme en face de moi. J'ai un collègue, alors c'est pas dans le cadre de la préservation de fertilité, c'est dans le cadre de la PMA. Il reçoit un jour un bonhomme qui vient faire son prélèvement, puis bon, il ne demandait pas les pièces d'identité à l'époque. Et en un dépôt, il se rappelait à peu près du couple. Il se dit, le bonhomme, je ne le connais pas, alors il demande qui il est. Il dit, ah ben, je suis le pote de monsieur du mari, quoi. Il dit, voilà, il est pris au niveau professionnel, il ne peut pas se déplacer, il m'a envoyé faire le prélèvement à sa place. C'est pas une plaisanterie. Donc vous voyez qu'il faut faire très attention, pièce d'identité obligatoire. Le consentement éclairé du patient, c'est évident, il faut qu'il soit d'accord, ou alors d'un de ses représentants légaux, s'il est, du tuteur légaux, s'il est mineur.
Alors, peut-on espérer, après les traitements, qu'il y ait une reprise de la spermatogénèse? Oui, quel que soit le traitement. Même les horreurs, là, les greffes de cellules souches, l'irradiation corporelle totale, pourquoi pas? Tout peut arriver en médecine. C'est vrai qu'il y a peu de chance dans ces cas-là. Mais pourquoi pas? Et quel que soit le traitement qui a été fait, oui, parce qu'il y a une grande variabilité interindividuelle, ça va dépendre de la qualité du sperme avant. Donc le message, c'est quoi? C'est 1 an après l'arrêt de tout traitement potentiellement stérilisant, spermogramme, prélèvement de sperme, et on regarde. Il y a des spermatos, c'est parfait, on a fait tout ça pour rien, tant mieux. Il n'y en a pas fini. On se place encore 1 an plus tard, on est donc à 2 ans après l'arrêt de tout traitement potentiellement stérilisant. Le patient fait un prélèvement de sperme, il y a des spermatos, c'est parfait, il n'y en a pas, on considère que c'est définitif, même si dans la littérature, il y a des publics qui ont montré qu'on pouvait avoir une reprise de la spermatogénèse au bout de 4, 5, 6, 7 ans, mais c'est rarissime. Et là, à ce moment-là, s'il est stérile, le bonhomme, eh bien, il sera bien content d'avoir congelé son sperme et de pouvoir envisager d'avoir un gamin. Je rappelle ici, bien sûr, rapport protégé pendant le traitement et jusqu'à 1 an après l'arrêt des traitements. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de ces paillettes? On va les utiliser. Oui, mais on les congèle, on va d'abord les traiter, et après, il va falloir qu'ils se remettent de ses émotions. Donc, ces paillettes, on ne va pas les utiliser tout de suite. Il va bien falloir qu'on sache quoi en faire. Donc, tous les ans, on interroge le patient. Tous les ans, on lui envoie un courrier, on lui dit, non, ben voilà, monsieur, vous avez des paillettes au laboratoire, qu'est-ce que vous voulez en faire? Normalement, 4 possibilités. Dans le cadre du cancer, 3. Continuer à les congeler, il n'y a pas de limite dans le temps. Les détruire, les donner à la recherche médicale sur les spermatozoïdes. Bien entendu, il n'y aura pas de naissance d'être vivant suite à la recherche. Hein, on n'est pas dans un mauvais film. Alors, s'il répond destruction ou don, on lui demande de confirmer ce choix lors d'une consultation 3 mois plus tard. Alors normalement, il pourrait les donner à un autre homme. Mais dans le cadre du cancer, les sécos excluent les paillettes du don à un autre homme. Bien sûr, je ne suis pas d'accord. Non, pas bien sûr. Pourquoi? Ce sont des spermatozoïdes qu'on congèle. Ce n'est pas du tissu testiculaire. Le cancer, il ne va pas être dans le spermato. Et comme d'habitude en France, on ouvre le parapluie. Il faut savoir qu'en cas de décès du patient, c'est une destruction systématique, obligatoire, la loi nous l'impose, des paillettes. Si le patient est mineur, la réponse, elle se fera via son tuteur. Il faut y associer aussi le mineur. Le tuteur ne pourra pas décider de détruire les paillettes. Et le patient sera revu en consultation une fois qu'il est majeur. On rediscutera des choses, et c'est à lui ensuite qu'on enverra les courriers, car ce sont ses spermatozoïdes, pas ceux du tuteur. Quid en cas de non-réponse? Ah ben ça, le patient ne répond pas. Ou alors les courriers nous reviennent, n'habite plus à l'adresse indiquée, il a déménagé, on ne sait pas où il est. La loi, elle dit quoi? Elle dit on détruit les paillettes si le patient n'est plus en âge de procréer. Et bien si dans cette salle il y a quelqu'un qui peut me dire quel est l'âge de procréer pour un mec, ça m'intéresse, je ne le connais pas. Alors il y a le Conseil d'État qui s'est prononcé, mais ce n'est pas dans ce cadre dans le cadre de la préservation de la fertilité, c'est plus dans le cadre de la PMA. Il a dit 59 ans révolus, donc l'anniversaire de 60 ans. C'est vrai qu'il y a un consensus auprès des sécos qui dit en effet à partir de 60 ans, ben, on congèle. Mais la loi, elle dit tant que le patient est en âge de procréer, on garde. J'espère que le législateur va préciser sa pensée. En conclusion, c'est très simple, le message que je voulais faire passer aujourd'hui, c'est qu'il faut absolument penser à préserver la fertilité des hommes qui vont avoir des traitements potentiellement stérilisants. On sait faire, c'est légal. Je vous remercie de votre attention.